Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. La conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente, réunie aujourd'hui à Niamey, a donné son aval à la mise en route de nouveaux projets sur l'électrification rurale et l'hydraulique. Politique avec les préparatifs du congrès ordinaire de l'UNIR-PS qui se tiendra les 21 et 22 décembre prochains et aussi les réactions à la conférence de presse du président du Faso Adouri ce soir, la réaction du CDP. Le Conseil national pour l'environnement et le développement durable CONED tient depuis ce matin sa 4e conférence avec au centre des discussions la transition vers une économie verte. La conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente s'est tenue aujourd'hui à Niamey, au Niger. Au terme de cette rencontre au sommet, le Conseil a adopté un plan stratégique 2013-2016 qui mettra en route de nouveaux projets sur l'électrification rurale et l'hydraulique. Nos envoyés spéciaux à Niamey, ça fait pour vous proposer leur reportage. En attendant, de retour de Niamey où il a pris part au sommet du Conseil de l'Entente, le président ivoirien Alassane Ouattara a fait une escale ce soir à Ouagadougou. À l'aéroport, Blaise Compaoré et Alassane Ouattara ont eu un entretien avant de se prêter aux questions des journalistes. Sur l'objet de sa visite, écoutons le président ivoirien au micro de Fousseni Kindo. Nous étions ce matin à Niamey pour la conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente. Qui s'est très bien passé et nous avons évoqué les questions relatives au fonctionnement du Conseil de l'Entente et nous avons décidé de mettre l'accent sur les questions politiques et les questions de sécurité et dans le domaine des interventions nous focaliser sur ce qui peut améliorer le quotidien des populations des États du Conseil et faire en sorte qu'il y ait une complémentarité avec les interventions de l'UMOA et de la CEDEAO. Nous étions convenus avec le président Compaoré qu'il pourrait m'accueillir à Ouagadougou ce soir pour que nous puissions échanger dans le cadre bien sûr des relations bilatérales. Vous savez que nous avons des questions importantes que nous traitons depuis notre dernière rencontre. L'Union pour la Renaissance Parti Sankariste UNIR-PS se retrouve à Ouagadougou en fin de semaine en congrès ordinaire autour du thème « Une nouvelle dynamique pour une alternative sankariste avec l'UNIR-PS ». 250 délégués prendront part à ce rassemblement qui a été évoqué aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Reportage Aboubakar Sayon. 4 ans après sa création en mars 2009, l'UNIR-PS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste, va tenir les 21 et 22 décembre prochains son premier congrès ordinaire. Une nouvelle dynamique pour une alternative sankariste avec l'UNIR-PS, c'est sous ce thème que va se tenir ce grand conclave. À l'ordre du jour, la relecture des textes du parti, le renouvellement de l'équipe dirigeante, mais aussi le bilan du chemin parcouru par le parti depuis 2009. À la date d'aujourd'hui, le comité national d'organisation est fin prêt. En effet, toutes les commissions mises en place ont bouclé leur programme et nous sommes à mesure de vous confirmer que premièrement, au niveau des congressistes, les délégués viendront des 45 provinces et de certaines de nos fédérations extérieures, notamment de la Côte d'Ivoire. Donc nous attendons près de 250 délégués. Deuxièmement, au niveau donc des délégués étrangers, nous attendons des partis amis de la France, de l'Espagne, de la Côte d'Ivoire, du Mali et bien d'autres pays de la sous-région. En ce qui concerne la situation politique nationale, les militants et sympathisants du parti de l'œuf vont se pencher sur la volonté du chef de l'État de mettre en place le Sénat et de soumettre la modification de l'article 37 de la Constitution à un référendum si nécessaire. L'UNIR-PS a aussi donné les raisons de son absence à la rencontre entre le chef de l'État et certains partis politiques de l'opposition conduits par le chef de file de l'opposition en novembre dernier. Nous, on a dit, attendez, il faut qu'on soit très très prudent. C'est une visite de courtoisie que le nouveau chef de file a demandé au président du Faso. Nous, on propose qu'il parte avec son cabinet. La fin du premier congrès de l'UNIR-PS sera marquée par un grand concert offert au public et aux participants le 22 décembre prochain à la Maison de la Culture Jean-Pierre Guengani.
Politique toujours, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP épouse la vision du président du Faso sur un recours au peuple pour départager la classe politique si cela s'avérait nécessaire, notamment sur la question de l'article 37. Blaise Compaoré n'avait pas écarté à Dori l'idée d'un probable recours au peuple pour trancher cette question. Le secrétaire exécutif national au micro d'Abdelaziz Yagibou. Le CDP, depuis le 4e congrès, a une position qui est bien connue. Et cette position, c'est que la révision de l'article 37 n'est pas anticonstitutionnelle. Le 4e congrès du CDP a donné cette position qui n'a jamais été remise en cause par aucune instance du CDP. Donc pour le CDP, ce que le président du Faso, en tant que garant de la Constitution, a dit est conforme à cette Constitution, parce que tout simplement, lorsqu'on est démocrate et que on refuse le verdict des urnes, on refuse de voir la réalité électorale qui fait une majorité et une minorité. En vérité, on ne peut plus dire qu'on est partisan de la démocratie. Le secrétaire exécutif national du CDP d'insister sur la vérité des urnes et le dialogue qui, selon lui, constitue le socle sur lequel repose la démocratie. Assimi Kwanda donne sa vision de la démocratie toujours au micro d'Abdelaziz Yagibou. La démocratie suppose effectivement que le peuple qui est souverain puisse se prononcer sur les questions d'importance comme celle en rapport avec l'article 37 où la compréhension et la lecture ne fait pas l'unanimité au niveau donc de la classe politique. Il n'y a que le peuple qui puisse départager parce que c'est lui le souverain suprême. Le président du Faso non seulement a dit si nécessaire, mais il a dit qu'il consultera le peuple. Et il n'a pas prononcé le mot référendum, mais les consultations du peuple peuvent se faire de plusieurs manières. Mais quand il dit si possible, ça veut dire encore que pour lui, il croit aux vertus du dialogue. Le Conseil national pour l'environnement et le développement durable, CONED, tient sa 4e conférence. La recherche d'une transition vers une économie qui respecte l'environnement va dominer les travaux de cette rencontre. Les travaux ont été lancés ce matin par le Premier ministre bénin Luc Adolphe Thiaw. Reportage Jacques Lamissa Tarpaga. Le Burkina Faso est en marche vers une économie verte, une économie respectueuse de l'environnement et qui tient compte des générations futures. La 4e session du Conseil national pour l'environnement et le développement durable en mesure les enjeux et les opportunités. L'approche traditionnelle du développement a mis de côté certaines dimensions du développement et du bien-être des populations. L'approche traditionnelle du développement est plus consommatrice, destructrice, moins équitable, moins protecteur. L'économie verte, c'est la recherche de tous les voies et moyens pour conduire un développement peu consommatrice, peu dépensitrice des ressources naturelles. L'idée est de passer de l'économie actuelle, dite brune, consommatrice d'énergie, à l'économie verte et pour cela, il faut relever de nombreux défis.
assurer la protection et l'exploitation rationnelle de ressources naturelles de manière à en garantir la durabilité, promouvoir un développement à la fois dynamique et durable afin de léguer aux générations futures un environnement sain, lutter prioritairement contre la pauvreté. Tels sont les principaux défis auxquels le Burkina Faso a toujours été confronté. Notre volonté politique pour y faire face a toujours été constante. Une volonté sous-tendue par des initiatives structurelles portées aussi bien par les instances publiques que les ONG et les partenaires techniques et financiers. Et pour y arriver, l'État doit mobiliser d'énormes ressources financières, car une économie verte, ça coûte de l'argent. C'est un problème qui est posé au niveau mondial, ne se pose pas seulement au niveau du Burkina Faso. C'est pour ça qu'on est en train de se préparer pour mettre en place un fonds pour l'environnement qui devrait permettre de prendre en charge ces éléments-là. Ce fonds, naturellement, devrait être alimenté en premier lieu par les ressources naturelles, bien sûr, mais également la nationale, bien sûr, mais surtout par des ressources qui devraient venir de l'extérieur, parce que l'environnement, c'est un bien mondial. Le Burkina Faso a déjà engagé des réformes institutionnelles. Il reste la mise en œuvre de la politique nationale du développement durable et d'autres textes réglementaires et législatifs. Pour cette 4e conférence, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Centrafrique sont à Ouagadougou pour un partage d'expériences. Le Premier ministre Béyon Luc Adoltiao a été fait ambassadeur Initiative Pauvreté Environnement du Burkina. Le chef du gouvernement a reçu l'écharpe et le kit d'ambassadeur des mains du coordonnateur du système des Nations Unies. Une responsabilité qui l'oblige désormais à accorder une priorité aux actions pour la préservation de l'environnement et la lutte contre la pauvreté. Reportage Salinana. Le Premier ministre élu ambassadeur Initiative Pauvreté Environnement. En recevant les insignes et les attributs d'ambassadeur des mains du coordonnateur du système des Nations Unies, Luc Adolphe Thiaw intègre le groupe des ambassadeurs IPE Burkina. Il doit désormais inscrire sous tous les angles de la planification et de la budgétisation les préoccupations environnementales et la lutte contre la pauvreté. L'initiative nous réconforte dans la mesure où les différents produits, notamment les études économiques, les études sur les produits chimiques et les actions de renforcement des capacités, nous donne des précieuses informations pour des décisions avisées. L'appui du DPE à la mise en œuvre de la politique nationale de développement durable ainsi que la SCAD post-2015 sont des supports indispensables pour la promotion du développement durable dans notre pays et l'avènement de la stratégie nationale de développement durable. L'objectif de l'initiative Pauvreté Environnement lancée en 2005 par les Nations Unies à New York est d'institutionnaliser les liens pauvreté-environnement, y compris les changements climatiques. Ces ambassadeurs ont pour mission de travailler chacun dans son domaine à accorder une place de choix aux questions de l'environnement. Il s'agit d'aider simplement à faire passer un certain nombre de messages parce que tout commence par la sensibilisation. Très souvent, les actes qui sont posés sont faits de manière anodine. On ne perçoit pas le danger qu'il y a derrière. Donc notre rôle est simple, c'est de contribuer et à aider donc ces structures telles le PNUE à passer un certain nombre de messages en matière de préservation de l'environnement. Rien ne peut se faire sans un leadership cohérent. Nous avons un Premier ministre qui est aux commandes. Il a quand même le gouvernement avec lui, il a l'ensemble des ministres et nous pensons que son soutien est véritablement de taille. Le projet IPE compte 25 pays dans le monde, dont 10 en Afrique. Le Burkina Faso fait partie des derniers pays à intégrer cette initiative et cela s'est fait sur la base d'un constat de dégradation des ressources naturelles et de l'environnement. 40 experts de l'analyse et de gestion des radionucléides et des gaz rares d'Afrique, d'Europe et des États-Unis se retrouvent à Ouagadougou, en atelier sur le contrôle des essais nucléaires. La rencontre devrait permettre aux participants de renforcer leurs capacités sur les observations des aérosols radioactifs et des gaz rares. Reportage Karim Patrick Namono. Vérifier la tenue ou non d'un essai nucléaire en Afrique, c'est l'une des missions assignées à ces experts venus des centres nationaux de données. Le système de surveillance internationale pouvant détecter des indices d'un essai nucléaire réalisé sur Terre, dans l'atmosphère ou dans la mer, ne sera opérationnel que si les centres nationaux disposent de la capacité technique et humaine pour accomplir leur mission.
Cet atelier qui se tient aujourd'hui vise comme objectif de renforcer les capacités justement des Africains à, si vous voulez, à maîtriser les technologies nucléaires, notamment à savoir comment collecter des données, n'est-ce pas, des données qui peuvent servir justement non seulement à exploiter pacifiquement l'énergie nucléaire, mais aussi à résoudre certaines autres catastrophes naturelles ou bien à les prévenir. Ouagadougou abrite depuis juillet 2013 un laboratoire de mesure du niveau des gaz rares radioactifs. Objectif, détecter si oui ou non l'espace ouagalais est menacé de pollution nucléaire. Ces mesures-là, ce n'est pas pour apporter la crainte, c'est bien au contraire. En fait, on essaie de s'assurer que dans l'environnement, dans l'atmosphère ici, il n'y a pas de gaz rares ou qui puissent être faisant partie des émissions ou de radioisotopes qui proviennent de centres médicaux, de radiothérapie par exemple, qui puissent masquer en fait la surveillance internationale que nous faisons dans le cadre de la détection des explosions nucléaires. Cette formation initiée en collaboration avec l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires vient à point. Au Burkina Faso, c'est le Centre national de la recherche scientifique et technologie qui abrite le Centre national de données. Les armes chimiques, notamment la convention interdisant leur mise au point, leur stockage et leur emploi au centre d'un séminaire organisé par le secrétariat permanent de l'autorité nationale pour la mise en œuvre de la convention. Les bénéficiaires sont les sociétés industrielles et minières. Cette formation est la 5e du genre. Reportage Yolande Lompo. Après la formation dispensée aux agents de sécurité l'année dernière, c'est au tour des sociétés industrielles et des sociétés minières du Burkina Faso de bénéficier du présent séminaire de formation sur la mise en œuvre de la Convention des armes chimiques. Une formation organisée par le secrétariat permanent de l'autorité nationale pour la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques SPANCAC dans le but de faire connaître les obligations des 190 pays qui l'ont ratifiée, de même que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC. Le danger est permanent. Et tout récemment, la République arabe syrienne, ces armes ont été utilisées malgré toutes les conventions. Ces formations visent quand même à sensibiliser, à les faire connaître ce que c'est que les produits chimiques qui sont dans les tableaux 1, 2, 3. Le tableau 1, c'est des produits chimiques qui ne peuvent être utilisés que pour faire des armes. Le tableau 2, c'est des produits chimiques qu'on appelle produits à double usage, qui peuvent être largement utilisés dans l'industrie et aussi être des précurseurs pour faire des armes chimiques. Tableau 3, c'est les produits vraiment largement utilisés dans l'industrie, mais qui certains peuvent être aussi des précurseurs. La lutte contre les armes chimiques est une lutte mondiale et à ce jour en Afrique, seuls l'Angola, l'Égypte et le Soudan du Sud ne font pas partie de l'OIAC. Il faut que à travers la signature de cette convention, nous puissions apporter suffisamment d'informations sur ce phénomène-là et également interpeller autant que faire se peut les autres États à respecter les dispositions de cette convention internationale. Les armes chimiques ne doivent plus faire partie de l'arsenal militaire des pays du globe terrestre et à l'heure actuelle, seuls les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la Libye et la Syrie n'ont pas achevé de détruire leur stock d'armes. Et pour les résultats engrangés en 16 années de travail dans le domaine de la paix et de la sécurité mondiale cette année, le prix Nobel de la paix 2013 a été attribué à l'OIAC. Retour à présent sur la conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente qui s'est tenue aujourd'hui à Niamey. Au terme de cette rencontre au sommet, le Conseil a adopté un plan stratégique 2013-2016 qui mettra en route de nouveaux projets sur l'électrification rurale et l'hydraulique. Les membres du Conseil de l'Entente ont fait un effort dans le règlement de leurs arriérés de cotisation. Précision de nos envoyés spéciaux, Évariste Kombari, Urbain Sommet. Avoir pris le ferme engagement de sortir le Conseil de l'Entente de sa léthargie et un an après la première conférence de Niamey 2012, les chefs d'État du Conseil de l'Entente se retrouvent à nouveau sur les bords du fleuve Niger pour évaluer les décisions prises à Niamey un an plus tôt. Au titre des décisions prises, il y avait le financement de l'organisation.
Au palais des congrès où se sont déroulés les travaux, le Mali, qui était présent, tout comme le Sénégal, en qualité de pays observateur, à part la voix de son Premier ministre, saluait le Conseil de l'Entente pour son soutien au Mali en crise. Le Conseil de l'Entente, c'est 5 États, plus de 2000 km de superficie et plus de 108 millions d'habitants. Un espace où règne une paix relative, dira le président nigérien, avec toutefois une santé économique marquée par une croissance économique estimée à plus de 6%, contre 8% en 2012. Pour Mamadou Youssoufou, l'organisation doit se donner tous les moyens pour passer à la vitesse supérieure, d'où la nécessité de trouver des sources alternatives de financement. Les objectifs que nous poursuivons et qui sont énoncés dans le plan stratégique 2013-2016 seront atteints. J'en suis convaincu si nous faisons montre d'une ferme volonté politique à réussir. C'est dire que l'engagement individuel et collectif de nos États sera déterminant pour le succès de ce plan. Il nous faudra accélérer la mise en œuvre des axes relatifs au renforcement de la coopération politique, de la culture, de la paix et de la sécurité et le projet de la boucle ferroviaire Entente. À Niamey, les pays membres ont comblé leurs créances. Cette embellie va permettre à l'organisation de financer son plan stratégique 2013-2016. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de programmes importants sur lesquels on va travailler, notamment l'électrification rurale et l'hydraulique villageoise. Ce sont les deux grands projets que nous allons lancer et qui vont permettre à ce que les populations sentent quand même l'impact du Conseil de l'Entente. Si on a des ambitions, il faut avoir des ressources. Et pour ce faire, il fallait qu'on recherche un certain nombre de ressources alternatives pour financer notre Conseil de l'Entente. Mais à ce stade, les réflexions n'ont pas permis d'arriver à des conclusions. En plus de ces deux nouveaux projets, la boucle ferroviaire Bénin-Niger va connaître très prochainement son démarrage. Plus de 50 ans après sa création, le Conseil de l'Entente, qui est resté longtemps dans le creux de la vague, semble reprendre du poil de la bête. On peut dire qu'Abidjan a sonné le rassemblement et Niamey, assurément, trace le chemin du développement. Évariste Kombari vous promet d'autres reportages sur ce sommet du Conseil de l'Entente de Niamey. Le Conseil économique et social CES a entrepris de mener une vaste campagne de communication sur ses actions en matière de développement économique et social. À Zignaré, les responsables de l'institution ont échangé hier avec les forces vives du plateau central dans un souci de partage d'informations. Reportage Moussaki. J'ai vu les enseignes une fois, mais je ne connaissais pas le Conseil économique et social. Sa mission, je pense que c'est pour... Bon, je ne sais pas trop. Le problème est bien situé. Le Conseil économique et social CES souffre depuis sa création en 1959 d'un déficit de communication. Mais il n'est pas tard de bien faire. Ici, dans la cité de Naba Oubri, les responsables de cet organe échangent avec les différentes couches sociales. La mission de l'équipe est bien claire. Exposer la vision du Conseil, discuter et recueillir les attentes de ses citoyens concernant les prestations du CES. Nous sommes ici pour démarrer une tournée dans les 13 régions de notre pays afin d'échanger avec les forces vives sur les missions et les attributions de l'institution, mais également pour échanger avec elles sur le rapport public 2011-2012 que nous avons remis au président du Faso le 9 octobre dernier. Ce rapport, comme vous le savez, traite de la question de l'exploitation minière, mais principalement aurifère dans notre pays. Cette rencontre d'échange et d'information va se poursuivre dans les autres régions du Burkina. Des actions qui permettront au Conseil économique et social de produire un rapport basé sur les préoccupations et les suggestions réelles des populations. Un document qui est de coutume remis au chef de l'État burkinabé. Une coiffeuse a pris tête et corde à la 9e édition du Grand Prix du secteur informel. Alimata Badolo du Boulkiemde a remporté le Grand Prix et empoche la somme de 750 000 francs CFA. Une vingtaine de lauréats ont été primés au cours de cette édition du Grand Prix du secteur informel. Précision, Adama Koulibaly. En remportant le trophée et la somme de 750 000 francs CFA, Alimata Badolo de Koudougou est la grande gagnante de la 9e édition du Grand Prix du secteur informel. Évoluant dans la coiffure depuis le lycée, cette activité ne l'a pas empêché de poursuivre son cursus universitaire.
Elle aurait même utilisé une partie du prêt fournaire accordé aux étudiants pour renforcer son activité. Selon ses dires, son chiffre d'affaires mensuel avoisinerait les 800 000 francs CFA. Je suis vraiment très émue. Je remercie tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu. Je l'ai commencé depuis que j'étais au lycée jusqu'au campus. Je le faisais jusqu'à là. J'ai fini mes études en 2012 et je continue dans la coiffure. Comme elle, 22 autres acteurs ont été distingués en commerce général, restauration, menuiserie bois et métallique, mécanique de roues et couture, sur plus de 500 candidats enregistrés lors des sélections régionales. Quel type d'accompagnement pour l'amélioration de la productivité du secteur agricole? C'est le thème de cette 9e édition, avec toujours la même philosophie. Le secteur informel, c'est le deuxième bassin pourvoyeur d'emploi après le secteur rural. Donc c'est un secteur très important pour le gouvernement et au niveau du ministère en charge de la jeunesse. On a un fonds qui les accompagne. On vient de créer même une nouvelle direction générale pour les accompagner. Et en organisant en fait cette édition de Grand Prix du secteur informel, la philosophie derrière, c'est les sensibiliser au civisme fiscal. C'est grosso modo les accompagner à cheminer petit à petit vers le secteur formel. Cette 9e édition était placée sous le coparrainage du ministre de l'économie et des finances et de la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso. Madame la présidente pense qu'il faut aider quelque part le gouvernement à travers les institutions d'appui que sont la Chambre de commerce, la maison de l'entreprise, le CBC et l'APEX pour amener l'informel à la formalisation. Et elle pense qu'un des problèmes du secteur informel, c'est leur accès au financement. Il faut faciliter donc l'accès du secteur informel au financement. Il faut également les apporter des services, je dirais, non financiers, c'est-à-dire à savoir l'appui technique, le conseil. Des efforts doivent donc être faits pour accompagner le secteur informel quand on sait que selon une étude de la BAD, la Banque africaine de développement, ce secteur occupe environ 94% de la population active, dont 22,6%, soit 1 800 000 personnes, œuvrent dans le secteur non agricole. Les foires et journées promotionnelles des produits agro-silvopastoraux se feront dorénavant selon une planification bien pensée. La Direction générale de la promotion de l'économie rurale initie une rencontre pour établir un calendrier cohérent des différentes manifestations qui ont toutes pour objectif de valoriser les produits made in Burkina. Reportage Ernest Kambiré. Les aspects organisationnels, l'établissement d'un calendrier cohérent du déroulement des différentes foires ou journées promotionnelles des produits agricoles, les acteurs burkinabés font la planification. Il s'agit de disposer d'un référentiel plus large de pilotage et d'exécution. Et dans cette salle de la Direction générale de la promotion de l'économie rurale DGPR, il est aussi question d'échanger et de traduire en actes concrets une vision, celle du Burkina qui est de renforcer la liaison production-marché. Et ce que nous recherchons à travers cette planification, d'abord, pour ceux qui organisent ces événements promotionnels, ça leur permet de mieux anticiper sur tous les détails de l'organisation et la coordination des acteurs, des participants, et de pouvoir mieux s'organiser dans le fait que nous devons faire en sorte que les autorités viennent. Il faut que nous puissions les informer à temps, qu'ils le mettent dans leur calendrier. Au niveau du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire qui accompagne ces événements du point de vue des procédures administratives et que nous puissions également nous organiser pour les accompagner. Donc que nous ne soyons pas surpris par la tenue donc, de ces événements. Pour chaque mois, que nous sachions le jour exact de chaque foire, le lieu de la foire et quels sont les acteurs qui organisent donc la foire, leurs adresses et le type de participants attendus. Et nous pensons qu'avec un tel calendrier, on va avoir un instrument de pilotage donc, de ces événements. Initiés dans leur majorité pour faire connaître les différentes régions et valoriser les produits locaux, force est de reconnaître aujourd'hui que ces foires ou journées promotionnelles ne respectent aucun circuit et délai irrélatif. Et au cours de cette rencontre à laquelle participent certains promoteurs, des propositions d'harmonisation et une feuille de route réalistes sont attendues pour mieux organiser les 152 foires ou journées promotionnelles programmées
depuis 4 ans. Booster le développement local par la route, c'est l'ambition du Burkina qui est appuyée en la matière par le MCA dans la réalisation de pistes rurales dans les régions des hauts bassins des Cascades. Près de 145 km de routes seront ainsi réalisés dans l'ouest du Burkina. Le lancement des travaux a eu lieu vendredi dernier à Tiekuna, commune rurale de la Komoué. Reportage Amadou Lougué. Le ministre en charge du désenclavement et l'ambassadeur des États-Unis au Burkina procède ainsi au lancement officiel de construction des pistes rurales à Tiekuna dans la commune de Banfora. Et c'est parti pour l'aménagement d'environ 145 km de routes reparties dans 3 provinces, la Komoué, la Léraba et le Kénédougou. Notre pays compte environ 46 000 km de pistes répertoriées. Sur les 46 000 km, depuis 2003, nous avons fourni des efforts avec l'appui des partenaires techniques et financiers, avec l'appui du budget de l'État, mais à ce jour, nous n'avons pu réaliser qu'environ 12 000 km. Le besoin demeure important et dans le cadre donc de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, le gouvernement entend mettre en place un dispositif qui permette donc de prendre en priorité les pistes qui doivent desservir les zones de production. Les régions des Cascades et des Hauts-Bassins présentent d'énormes potentialités touristiques, commerciales et agricoles. Mais le mauvais état des routes piétine sur leur décollage économique. La construction de ces pistes va sans doute booster l'économie locale en favorisant une circulation plus fluide et sécurisée des personnes et des biens. J'attendais ça beaucoup parce que nos parents avaient des problèmes pour pouvoir rentrer à Banfora. Surtout au moment des pluvieux là, on avait des problèmes même vraiment sur eux. Surtout l'autre côté, vers Inkara là. Nos parents qui sont là-bas, ils ont des problèmes pour pouvoir venir à Banfora au marché. Le délai d'exécution de ces pistes rurales est fixé au 22 février 2014. Le gouvernement burkinabé, tout comme le projet américain, invite les entreprises à tout mettre en œuvre pour respecter ce délai. Comme à chaque grand rendez-vous, les bénévoles du groupement d'intérêt public Programme national de volontariat se sont mobilisés pour la réussite de la fête du 11 décembre à Dori. Leur dévouement a été reconnu à travers des attestations qu'ils ont reçues pour services rendus à la nation burkinabé. Sié Sylvestre Da. Ils avaient été appelés devant les couleurs nationales pour apporter leur contribution à l'organisation du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Ces bénévoles du Programme national de volontariat n'ont pas failli à la mission. Déployés dans différentes commissions, ces hommes et femmes animés d'un esprit de patriotisme ont su donner le meilleur d'eux-mêmes. Et pour service rendu à la nation, ils reçoivent les félicitations des autorités burkinabées. Nous avons compris à tel point notre engagement est utile pour la réussite du 11 décembre. Nous avons surtout vécu une expérience unique qui nous accompagnera pour toujours. Nous avons contribué certes à relever le défi de l'organisation des festivités du 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et nous sommes conscients que ce n'est qu'une bataille de développement que nous avons remportée, mais pas la guerre. Nous voulons profiter de cette occasion, remercier le Programme national du volontariat pour avoir initié effectivement ces activités-là pour accompagner les organisations des 11 décembre. Parce que c'est important. Ça a permis de mobiliser d'abord les jeunes, ça a permis que les jeunes se frottent également, parce que là aussi c'est important. Et ça a permis à eux de comprendre également qu'on a besoin d'eux. L'accueil, l'hébergement, l'embellissement de la ville, le transport du matériel et la restauration, bref, environ 360 bénévoles étaient sur tous les fronts pour la réussite du 11 décembre à Dori. Un engagement citoyen basé sur le don de soi pour une cause nationale. Une philosophie que le Programme national de volontariat entend vulgariser à travers les pays. Nous sommes heureux d'entendre que le comité est satisfait, que tout le monde est satisfait de l'apport considérable de ces bénévoles. Voilà pourquoi nous avons organisé cette cérémonie de remise d'attestation à ces jeunes de Dori et je les encourage encore à s'engager. Et ce n'est pas seulement à ces gens d'événements d'envergure nationale qu'il faut s'engager, mais leur engagement doit être quotidien. Plus qu'un symbole, cette remise d'attestation est la valorisation de l'engagement de ces bénévoles qui partent avec le sentiment d'avoir été utiles pour leur pays.
Le 7e art burkinabé est toujours aussi dynamique. Les anciens étudiants de l'Institut des sciences de l'image et du son ISIS ont donné le clap des pas d'une nouvelle œuvre cinématographique intitulée « L'assassin de ma maîtresse ». C'est une peinture de la vie de couple marquée par divers mots et conflits. Ousmane Drabo, Sié Sylvestre Da. L'assassin de ma maîtresse est un long métrage qui relate les comportements d'un jeune homme du nom de Sam, caractérisé par l'infidélité et la méchanceté. Riche et très envieux, Sam, acteur principal du film, est un entrepreneur qui s'adonne à toutes sortes de pratiques immorales dans la vie d'un couple. Vagabondage sexuel, alcoolisme et autres vices. C'est tous ensemble que nous avons réfléchi par rapport à mettre nos énergies ensemble, nos forces ensemble. Et ce qui ne nous manque pas justement, c'est quoi qu'on dit, c'est l'union qui fait la force. Et donc c'est comme ça que c'est parti cette idée de réfléchir par rapport à réaliser un projet de film, produit, écrit, réalisé, monté, c'est-à-dire sur toute la chaîne, qu'on puisse travailler ensemble. Le film est de l'association des anciens élèves de l'Institut des sciences de l'image et du son ISIS. L'association entend par cette œuvre promouvoir l'excellence dans la cinématographie et l'audiovisuel. J'ai remarqué que toute l'équipe est composée d'anciens étudiants et d'étudiants actuels de l'ISIS Studio École. C'est une très bonne chose et ça me réconforte, ça me donne beaucoup d'espoir pour notre cinéma, de me rendre compte qu'effectivement des jeunes se sont intéressés à la chose cinématographique et audiovisuelle. Ils ont réussi les études et ils ont décidé effectivement de se consacrer au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Le financement n'est pas encore bouclé, mais les réalisateurs du film L'assassin de ma maîtresse rassurent le public burkinabé de la projection du film dans les semaines à venir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.